concept humanitaire. Comprendre les principes et valeurs pour mieux servir l'humanité, car ils sont des boussoles qui guident l'action et transforment des vies. Concept humanitaire. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Concept humanitaire. Chaque semaine, nous ouvrons ensemble un espace de réflexion et de dialogue autour des principes qui fondent et guident l'action humanitaire. L'humanitaire, comme nous aimons le rappeler, n'est pas seulement l'affaire des organisations ou des spécialistes. Il nous concerne toutes et tous, car il touche directement nos vies, nos communautés et notre avenir commun. C'est pourquoi comprendre et partager ces valeurs est essentiel. Et pour nous accompagner, nous recevons, comme toujours, Monsieur Moussa Diallo, président de l'ONG AMSOD. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Monsieur Boiré, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Monsieur Diallo, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission. Partagez. Monsieur Diallo, lors des précédentes émissions, nous avions parlé des principes d'humanité et de neutralité. Alors, de quels principes allons-nous parler aujourd'hui ? Merci beaucoup, M. Boré, pour cette question. Avant de répondre à la question, je voudrais saluer sincèrement tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent sur la radio HDFM. Et c'est toujours pour moi un plaisir de retrouver les auditeurs passionnés de l'action humanitaire pour échanger autour de concepts importants. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un principe qui est pour moi au cœur de l'action humanitaire. Dans un Mali qui est traversé par des crises depuis des années, des conflits et des inégalités, la capacité des acteurs humanitaires que nous sommes à pouvoir agir sur le terrain, apporter la réponse sans distinction, et vous comprendrez que c'est une capacité importante. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette émission, nous allons aborder le principe d'impartialité. Monsieur Diallo, je m'en doutais un peu. Et d'ailleurs, c'est une suite logique et cohérente qui permettra à nos auditeurs de mieux comprendre et d'appréhender les fondements même de l'action humanitaire. Nos auditeurs et auditrices, je suis certain, sont impatients. Alors, Monsieur Diallo, qu'entend-on exactement par impartialité dans l'action humanitaire ? C'est une question difficile à répondre parce que lorsque nous devrons donner un contenu important donc à ces mots impartialité et les traduire en action sur le terrain, c'est très difficile. Alors, pour nous, l'impartialité signifie tout simplement le fait de fournir l'assistance uniquement sur la base des besoins, sans prendre en compte d'autres considérations, c'est-à-dire sans prendre en compte des dimensions, des distinctions telles que la race, telles que la religion, ou l'appartenance politique ou sociale. Il s'agit tout simplement de focaliser la réponse véritablement pour les personnes qui sont affectées et sur la base des besoins donc, de ces personnes-là. Pour caricaturer cela, pour vous donner un exemple banal, vous savez, quand la pluie tombe, elle ne choisit pas le toit qu'elle mouille. Cela veut dire tout simplement que les acteurs humanitaires aussi, en donnant la réponse, devraient répondre de manière efficace à la souffrance humaine, sans favoritisme, sans calcul, ou juste avec de la justice, juste avec de l'humanité. Monsieur Diallo, la pluie, l'exemple, l'illustration est très belle et je pense que cela permet véritablement à nos auditeurs de comprendre et d'appréhender mieux ce concept. Il y a beaucoup qui confondent véritablement le principe neutralité à celui d'impartialité. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ces deux principes et montrer en quoi ils se complètent ? Vous avez raison de poser la question. Bien entendu, c'est deux principes qui se rejoignent quelque part, mais il y a une très grande différence entre ces principes. Nous l'avons expliqué la semaine passée. Et lorsque nous parlons de neutralité, il s'agit en fait de ne pas prendre parti en tant qu'acteur humanitaire, soit dans un conflit ou bien de soutenir un groupe contre un autre. Et donc la neutralité appelle à l'abstention de l'humanitaire que nous sommes, à ne pas nous engager, à ne pas prendre parti ou même souvent à ne pas nous exprimer par rapport à un conflit ou bien par rapport à une opinion. Mais lorsque nous parlons d'impartialité, cela vraiment prend en compte la dimension de ne pas nuire et
tout en gardant à l'esprit qu'on ne doit pas, dans notre réponse humanitaire, on doit agir sans discrimination, on doit agir uniquement en fonction des besoins qui ont été identifiés avant d'apporter la réponse. Alors, M. Diallo, si je comprends bien, ça veut dire si nous sommes dans une situation, dans un contexte où la situation est exacerbée, donc nous devons apporter une réponse en fonction des besoins, des priorités, en fonction des souffrances des populations. Est-ce ça, véritablement, l'impartialité? Oui, on peut le dire comme ça. Vous savez, avant toute réponse, permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport à la planification, et parce que l'impartialité prend sens depuis l'étape de la planification avant même de venir d'apporter la réponse. Lorsque les ONG élaborent des projets pour venir en aide ou bien pour apporter une réponse, une assistance à des personnes qui sont affectées par des conflits, elles se basent sur l'identification de besoins. Elle se base sur les besoins de ces populations-là. On vient faire ce qu'on appelle l'arbre à problème. Cela veut dire quoi? Identifier tous les besoins sociaux, tous les problèmes auxquels les communautés sont affectées, ce qui peuvent être des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes d'eau, des problèmes d'assainissement, et on transforme cet arbre à problème en un arbre à solution. Et à partir de là, on fait l'identification en fait des personnes auxquelles cette réponse-là doit donner. Si c'est un projet d'éducation, bien entendu, un projet d'éducation, par exemple, ne peut pas répondre aux besoins de tout, répondre à tous les problèmes d'éducation. Et donc là, on va faire un ciblage pour voir est-ce que ce sont les enfants du niveau fondamental 1 ou bien du fondamental 2, même si c'est du fondamental 1, quels sont véritablement les enfants qui vont répondre justement aux critères prédéfinis, validés avec, par exemple, les CGS, validés avec les parents d'élèves, validés, par exemple, avec les autorités. Et lorsque nous venons pour apporter, par exemple, cette réponse, je donne un exemple, lorsque nous allons distribuer des kits scolaires, nous allons faire en sorte que la réponse, cette distribution que nous allons donner, puisse se faire uniquement sur la base des besoins de ces enfants, en termes de kits scolaires, en termes de formation, en termes d'aires de jeu, et toutes ces réponses que nous allons donner, ça doit être basé uniquement sur les besoins et non pas que ce soit par exemple un enfant de peau rouge ou bien de peau noire ou bien de peau jaune ou bien ainsi de suite. La réponse ou bien de telle ou telle religion. La réponse devrait se baser uniquement sur les critères prédéfinis, sans discrimination de race, sans discrimination d'ethnie ou de religion. Alors, M. Diallo, ce que vous dites pour moi est tellement important que je me pose une question. Dans un contexte comme celui du Mali, marqué par des conflits, des rivalités et des crises multiples, pourquoi l'impartialité devient alors si cruciale dans l'action humanitaire, connaissant notre contexte? Je pense que vous posez déjà le diagnostic, parce que le Mali, bien entendu, depuis 2012, nous traversons des crises. Ces crises aussi passent également aussi par des tensions, souvent des tensions communautaires, souvent des tensions ethniques, souvent des tensions religieuses. Et dans ce contexte, comment est-ce que l'aide est perçue? L'aide devrait être perçue vraiment comme impartiale. Et donc, il est extrêmement important que dans le contexte où nous sommes, les acteurs humanitaires devraient tout faire pour respecter les principes d'impartialité. Alors, vous savez, en 2012, par exemple, à Tombouctou, où nous avons vécu la crise en direct. Nous étions là pendant la période de l'occupation et après la libération également, les communautés, les populations, les acteurs humanitaires ont dû prouver que l'assistance allait être aussi donnée à tout le monde sans distinction. Et là, donc, qu'est-ce qu'on soit arabe, qu'on soit touareg, qu'on soit soré, qu'on soit tamashek, l'assistance est donnée à tout le monde, à toutes les personnes qui sont en situation de besoin, en situation de vulnérabilité, selon, comme je le disais tantôt, les critères prédéfinis par les acteurs humanitaires ou les projets en question, les personnes bénéficiaient donc de cette réponse-là. Et donc l'impartialité, c'est véritablement un outil extrêmement important pour les acteurs humanitaires parce que justement, elle permet donc de prendre en compte les besoins surtout spécifiques. Souvent, les personnes qui sont plus dans le besoin ne sont pas les personnes qui
qui parlent, ne sont pas les personnes qui s'expriment, ou qui ne sont pas les personnes qui ont accès aux réseaux sociaux, ou qui ont accès aux radios ou bien aux médias. Ce sont des personnes très généralement qui sont tellement vulnérables donc qu'elles préfèrent donc ne pas s'exprimer. Et justement, donc dans cette réponse-là, les acteurs humanitaires devraient faire en sorte que l'assistance ne soit pas basée uniquement sur des revendications ou sur des plaidoyers, mais que l'assistance soit basée véritablement sur les besoins, c'est-à-dire les personnes qui sont réellement en situation de besoin. Depuis des années, le Mali traverse des conflits, que ce soit des conflits communautaires ou bien des tensions ethniques ou des tensions religieuses. Et vous savez, dans ce genre de contexte, si l'aide est perçue comme partielle, cela peut accentuer les divisions. Cela peut exacerber les conflits. Et donc, l'aide doit être impartiale. C'est ça, je comprends parfaitement. Alors, M. Diallo, vous avez mentionné les besoins. Je me pose une question. Quand les besoins sont immenses et les ressources limitées, comment rester véritablement impartial? Est-ce que le choix ne devient pas difficile? Est-ce qu'on ne se demande pas qui aider en premier et comment expliquer ces décisions? C'est le quotidien véritable des acteurs humanitaires. Vous savez, dans un contexte de rareté des ressources, dans un contexte où on n'arrive pas à financer le plan de réponse humanitaire pays à plus de 40% chaque année, et la question vraiment de qui est appuyé, qui est assisté, se pose au quotidien. D'où vraiment la nécessité de faire vraiment des priorisations, c'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle la population qui est ciblée, la population qui est dans le besoin et la population qui est ciblée. C'est-à-dire la population qui est ciblée et fait partie de la population qui est déjà dans le besoin. Autrement dit, on ne peut pas répondre effectivement aux besoins de l'ensemble des personnes qui sont affectés par la crise. Et pour faire ce travail, les acteurs humanitaires vont faire quotidiennement des évaluations des besoins objectifs, des évaluations qui sont basées en fonction aussi donc, du secteur d'intervention de chaque organisation. Qu'on intervient dans le secteur de la santé ou bien dans le secteur de l'éducation ou de la protection, on va faire ce qu'on appelle une évaluation sectorielle ou même une évaluation multisectorielle qui va prendre en compte aussi les besoins de plusieurs secteurs à la fois. Et lorsque ces évaluations sont faites, ces évaluations sont basées généralement sur des critères qui sont clairs, sur des critères qui sont objectifs et qui sont transparents. Et ces critères-là associent dans les communautés dans la sélection donc, des bénéficiaires. Autrement dit, en matière de redevabilité, lorsque le projet fait un ciblage, c'est la communauté qui participe à la validation des personnes qui vont bénéficier donc de l'assistance. On met en place des comités de validation des critères, des comités villageois qui sont souvent dirigés par les leaders communautaires, donc notamment les chefs des villages, les leaders par exemple des personnes déplacées ou des réfugiés, la mairie, le développement social, les représentants des femmes, les représentants des jeunes, et donc on valide en fait ces critères. Une fois que ces critères sont validés, on fait donc le ciblage, et autrement dit, on va identifier une base de données donc des personnes qui vont pouvoir donc bénéficier donc de cette assistance. Par exemple, quand on prend le mécanisme de réponse rapide qu'on appelle le RRM, qui est un mécanisme très efficace qui répond aux besoins des personnes déplacées, qui sont nouvellement déplacées suite à un conflit, suite à une tension qui se déplace, nous allons donc utiliser donc des enquêtes pour cibler les ménages les plus vulnérables, quel qu'en soit leur groupe. Et donc, à partir donc, de ce ciblage-là, nous allons générer donc, une liste qu'on appelle la liste des bénéficiaires, qui est encore aussi validée encore avec la communauté avant donc, de pouvoir apporter la réponse. Et donc, c'est véritablement toute cette approche communautaire, toute cette approche inclusive qui prend en compte non seulement l'implication des autorités, mais aussi également l'implication des communautés elles-mêmes qui vont bénéficier de l'assistance, qui va faire en fait que on va arriver à donner une réponse impartiale basée vraiment sur les critères
prédéfinie et acceptée donc de tous. Mais cependant, on va toujours continuer, même au moment de la réponse, on va toujours continuer à mettre en place des mécanismes de redevabilité qui permettent donc de prendre en compte les feedbacks donc des communautés, que ce soit à travers des numéros verts ou bien à travers des groupes WhatsApp, où les communautés peuvent toujours continuer donc à manifester leur reconnaissance ou leur plainte ou les aléas. Voilà, ils peuvent s'exprimer librement. Et donc c'est vraiment à travers donc ces mécanismes vraiment très inclusifs, notamment définir à la base des critères clairs, les faire accepter par la communauté, qui va surtout aider vraiment les acteurs humanitaires à pouvoir répondre sans prendre parti ou sans discriminer une communauté ou bien un groupe d'individus. Alors cet outil devient indispensable. Monsieur Diallo, si je comprends bien, avec toute la bonne volonté, on ne peut pas sauver tout le monde. Malheureusement, et nous, on veut vraiment sauver tout le monde. Les humanitaires seront très contents d'avoir cette capacité de pouvoir sauver tout le monde. Mais vous savez, il y a des crises partout. Et malheureusement, la crise du Mali, comme on le dit, n'est plus à la mode. Vous avez l'Ukraine, vous avez Gaza, vous avez l'Afghanistan, vous avez des crises un peu partout en Europe, vous avez des crises. Et malheureusement, le Sahel n'est plus vraiment de façon générale, que ce soit le Niger, le Mali, le Burkina, le Tchad, ne sont plus des pays prioritaires parce qu'il y a des crises un peu partout. Et donc, les mécanismes vraiment de mobilisation des ressources ne permettent pas vraiment de répondre de façon efficace et de façon efficiente aux différentes crises qui surgissent dans nos différents pays. Je pense que ces éléments de réponse, M. Diallo, pourront véritablement permettre à nos auditeurs de comprendre encore le contexte et la situation humanitaire. Alors, M. Diallo, lorsqu'une organisation agit en toute impartialité, elle peut être perçue comme partiale par certaines communautés. Comment gérer ces perceptions négatives? Merci beaucoup pour la question, qui est une question véritablement importante, mais aussi difficile. Vous savez, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et généralement aussi, ce que nous avons à donner, comme nous venons de le dire aussi, ne suffit pas aussi donc à répondre aussi aux besoins donc de tout le monde. Donc nous allons toujours avoir, ça fait partie du processus, nous allons toujours avoir donc des communautés qui vont se plaindre ou bien qui vont être lésées souvent et donc ça fait partie donc du processus. Mais cependant, il est important donc comme vous avez posé la question, que les organisations aussi prennent des mesures, donc notamment en matière de renforcement de la communication avec les communautés, et expliquer clairement, voilà, lorsqu'on fait des distributions, voilà le nombre de sacs qui est prévu par bénéficiaire, voilà le nombre de bidons d'huile qui est prévu, voilà le nombre de couvertures de façon claire, donc il faut avoir une communication transparente. Vous savez, les communautés, souvent, l'absence de communication peut entraîner des désinformations, peut entraîner des fake news, peut entraîner des rumeurs. Et donc, il est important que les organisations puissent aussi renforcer, à chaque fois que nous faisons des actions d'assistance, il faut toujours aussi faire accompagner donc, de ces assistances-là des mécanismes donc, de redevabilité, de communication et aussi réaliser les PDM, les post-distribution monitoring qui permettent aussi donc, aux populations également aussi de donner leur avis par rapport à comment est-ce que l'assistance s'est passée. Donc dans un premier temps, il est important donc vraiment de renforcer la communication et la transparence. Je pense que ces deux éléments sont très essentiels. Il s'agit vraiment d'expliquer de façon claire les différents critères, mais aussi il s'agit aussi d'associer les leaders. Souvent, les communautés comprennent mieux le langage des leaders communautaires. Lorsque les leaders leur expliquent que voilà les assistances auxquelles vous avez droit, donc cela vraiment peut aider à comprendre de façon claire l'assistance donc, qui est donnée. Monsieur Diallo, pouvez-vous partager avec nous une expérience où le respect strict de l'impartialité a permis à une organisation d'obtenir la confiance d'une communauté ou l'accès à une zone sensible? Merci beaucoup pour la question. Je pense que l'impartialité est une condition sine qua non pour les acteurs humanitaires de pouvoir travailler sur la question d'accès. La question d'accès, c'est la capacité donc, des acteurs humanitaires à pouvoir accéder, à pouvoir toucher, à pouvoir répondre aux besoins des communautés qui sont affectées dans leur zone, ou tout comme aussi aux acteurs, aux personnes qui sont affectées de venir également vers les organisations. Et ça, l'exemple, vous savez, la Centrafrique a connu l'une des crises les plus meurtrières
dans le monde humanitaire. C'était une crise très grave avec vraiment des tensions communautaires énormes ayant amené des milliers de Centrafricains à venir au Mali comme étant donc des réfugiés. Et pour faire ce travail d'assistance, les acteurs humanitaires interviennent dans un contexte de conflit armé, interviennent dans un contexte d'affrontement entre des groupes armés. Mais grâce au profil de certaines organisations qui sont connues comme des organisations impartiales, comme des organisations neutres, comme des organisations qui ne prennent pas parti, mais aussi qui donnent de la réponse aux personnes qui sont réellement affectées. Ces organisations ont pu véritablement en Centrafrique parvenir à créer des corridors humanitaires et venir en aide vraiment aux personnes qui sont affectées par le conflit. Et ici également au Mali, AMSOT travaille véritablement dans des zones qui sont souvent haute tension, donc notamment dans les régions du nord. Et c'est véritablement cette impartialité aussi qui nous permet, dans des zones comme Rarousse, dans des zones comme Niafunke ou Liré, donc de déployer des équipes mobiles et d'apporter véritablement la réponse aux personnes qui sont réellement dans le besoin. On ne peut pas dire mieux, c'est véritablement là la condition sine qua non pour pouvoir dépêcher et faire des activités humanitaires. Oui, je dirais même qu'on reconnaît, comme on dit, le moine par son habit, on reconnaît l'humanitaire par son impartialité. Lorsque l'humanitaire perd son impartialité, il perd l'essence même de sa mission. Parce que, comme nous l'avons vu lors de la première émotion, le principe d'humanité vient vraiment réconforter, vient en synergie vraiment au principe d'impartialité. Parce que lorsque on demande donc le principe d'humanité nous oblige à venir sans condition en aide aux personnes qui sont affectées, tout justement parce que ces personnes-là sont dans le besoin, et le principe donc d'impartialité vient aussi pour nous dire qu'il faut apporter la réponse, il ne faut pas faire de la discrimination, il ne faut pas faire de la distinction. Apporter la réponse donc à toutes les personnes sans prendre parti ou bien sans considération personnelle. Je pense véritablement qu'aujourd'hui nos auditeurs sont servis et qu'ils ont véritablement compris ce principe. Mais M. Diallo, les jeunes humanitaires et volontaires sont souvent pris entre leurs convictions personnelles et les exigences de leur mission. Comment peuvent-ils apprendre à incarner l'impartialité véritablement ? C'est une question fondamentale parce que le Mali est un laboratoire d'action humanitaire parce que vous savez, depuis la crise de 2012, nous avons énormément d'ONG internationales, ONG nationales, ONG, agences des Nations Unies et d'autres même coopérations qui sont au Mali, et cela constitue véritablement une opportunité pour les jeunes de pouvoir se reconvertir, de pouvoir intervenir, avoir des compétences dans l'humanitaire. Mais il ne faut pas qu'on se lève. On ne peut pas travailler dans le monde humanitaire sans une connaissance justement donc de ces principes. Et donc le premier conseil que je vais leur donner, c'est véritablement de se former sur les principes humanitaires. Et il faut parce que la formation est l'élément essentiel. Malheureusement, on n'a pas une école humanitaire à 100% au Mali, comme dans d'autres pays. Au Burkina, nous avons des universités dédiées uniquement à l'action humanitaire, mais au Mali, on n'a pas d'université spécifique qui offre vraiment une formation humanitaire en tant que telle. Et donc, il faut faire des formations modulaires, des formations qui permettent véritablement aux jeunes donc de pouvoir utiliser, faire connaissance des terminologies qui sont couramment utilisées dans le monde humanitaire, mais également aussi comment véritablement comprendre et appliquer l'ensemble des principes humanitaires dans les actions de tous les jours. Et il faudra aussi que les jeunes aussi mettent leurs convictions personnelles de côté. C'est-à-dire l'exercice de la mission humanitaire. Nous devrons tout simplement nous rappeler qu'on est là pour servir. On est là pour servir, on est là pour protéger, on est là pour préserver la dignité humaine. Et lorsqu'on est dans l'action humanitaire, c'est complètement différent de lorsqu'on est dans une entreprise ou lorsqu'on est au service d'un État. Et là, on est véritablement régi par des principes qui nous amène à faire la distinction entre qui est notre frère, qui est notre sœur, qui est notre parent, qui est notre leader. Et lorsque nous répondons, nous devons répondre
avec impartialité. Merci beaucoup et sincèrement, je suis très heureux de faire cette émission et je pense que cette émission pourra même servir de plaidoyer. Plaidoyer dans le sens où il se peut qu'on puisse avoir une école qui puisse véritablement former les jeunes pour l'action humanitaire. Monsieur Diallo, si vous devez résumer en peu de mots ce que l'impartialité apporte de vital à l'action humanitaire, quel serait votre message à nos auditeurs? Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, que ce soit les acteurs humanitaires, les communautés bénéficiaires ou les jeunes qui nous écoutent. Je voudrais dire tout simplement que l'impartialité est une condition en réalité de crédibilité. Elle est la garantie de la confiance des communautés, de la confiance des autorités et de la confiance donc des partenaires financiers qui appuient nos différents projets. Et nous devrons tous voir la question, les principes de l'impartialité comme étant la boussole morale de l'humanitaire. Sans impartialité, il n'y a pas de moralité. Sans impartialité, il n'y a pas de guidance. Sans impartialité, il n'y a pas de réponse efficace. Et donc l'impartialité pour nous rappelle tout simplement que derrière chaque action, derrière chaque souffrance, il y a une vie qui mérite d'avoir toute l'attention et d'avoir de la dignité. Et donc l'impartialité nous rappelle tout simplement que derrière chaque souffrance, il y a une vie qui mérite la même dignité et qui mérite également la même attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diallo, pour ces éclairages précieux. Nous avons été véritablement très heureux de vous avoir avec nous. Vous nous avez montré combien l'impartialité est non seulement une règle, mais une exigence morale et pratique qui donne toute sa force à l'action humanitaire. Chers auditeurs et auditrices, c'est ainsi que s'achève ce numéro de Concept humanitaire. Retenons ensemble une vérité simple. Être impartial, c'est traiter chaque vie avec la même dignité et faire l'égalité des besoins, le seul critère de l'aide. Restez à l'écoute de votre radio Humanité et Développement. HDFM, c'est la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire et la voix des humanitaires au service des communautés. Cette émission vous a été présentée par Yehia Bouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. Merci à toutes et à tous. Concept humanitaire. Comprendre les principes et valeurs pour mieux servir l'humanité, car ils sont des boussoles qui guident l'action et transforment des vies. Concept humanitaire.